Donc c'est celui que j'utilise pour vous présenter le lion que Dominique a réalisé. Alors la proposition que je fais là, c'est d'expliquer comment on classe les chemins qui constituent l'objet, le motif, de façon à avoir une broderie qui s'exécute avec un nombre de sauts de fil minime. Pour ça, il faut comprendre que chaque chemin a un nom et que chaque chemin euh, correspond à une forme. Dans d'autres vidéos, on a dit que chaque broderie différente, chaque élément de broderie différent correspond à un chemin. Les chemins, on les voit en ouvrant la fenêtre objet. Cette fenêtre-là nous présente donc tous les objets présents sur la feuille. Alors, je vois que je suis sur un calque, le premier calque, avec un groupe. Les numéros sont attribués automatiquement. On peut éventuellement changer les noms. Ça n'a pas toujours beaucoup de valeur parce que les noms disparaissent dès qu'on opère un certain nombre d'opérations. J'ai ouvert ce groupe et dans ce groupe, je trouve une série d'objets. Alors, les objets sont extrêmement intéressants. Ils sont disposés sous forme de liste, regroupés ou pas. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les circonstances, la broderie s'effectuera toujours de bas en haut. C'est-à-dire que si l'on prend ici ce lion, la première broderie qui s'effectuera, je vais passer en mode nœud pour qu'on voit bien le chemin. La première broderie qui s'effectuera, ce sera un morceau de la crinière du haut. On va parler de crinière haute et de crinière basse, suivi par le symétrique. Puis la grande crinière qui recouvre tout. Et on continue. Ça a de la logique. Ça a de la logique, sauf que si on laisse l'ordinateur travailler tout seul, si on laisse la machine travailler toute seule, la logique fait qu'on passe d'un côté à l'autre. Et il en est de même pour les parties basses. Et puis on attaque la crinière du bas et on travaille symétriquement. Pouf, 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 pouf. Donc ça veut dire qu'on va avoir des sauts de fil un petit peu partout. Alors moi je préférerais que ce lion soit exécuté en tournant tout autour de la tête de l'animal. Donc je vais par exemple décider de démarrer par ou de finir par cette partie-là. Alors, bien que je décide de finir par cette partie-là, vous allez voir ma démarche, je la mets tout en bas, cette partie. Je demande à classer cette partie tout en bas. Puis je vais ensuite tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop, cette partie-là, je souhaiterais ensuite, je ne travaille pas sur les chemins, mais directement je les désigne dans la figure, et c'est ici que je classe. Donc je fais un tri petit à petit, et ce chemin-là sera donc le plus bas. Je continue. Il est descendu, je passe au suivant, je le fais descendre tout en bas, etc. Tout en bas. On le voit bien se déplacer. Tout en bas. Je vais travailler toute la crinière du bas. Alors pourquoi est-ce que je préfère faire en rond? Eh bien tout bêtement pour éviter tous ces sauts de fil d'un côté à l'autre. Hop et hop. Voilà. Donc si je parcours mes chemins, là je suis tout en bas. Je remonte. Donc si je brodais directement maintenant, je démarrerai par cette forme. Pardon. Puis c'est la suivante, et on voit bien que je tourne dans le sens inverse de la proposition que je vous ai faite. On peut, pour des raisons pratiques, regrouper des chemins. Alors, grouper, ça n'a qu'un sens, ça n'a pas un sens logique, ça a un sens groupé, c'est mettre ensemble.
mais ça n'est pas du tout un assemblage de tous ces chemins entre eux. Et c'est important de faire la distinction parce qu'il existe d'autres fonctions logiques sur les chemins qui, elles, sont fortes de conséquences. Donc je groupe tout ça. J'ai un groupe là que je vais appeler crinière basse. Donc je pourrais faire la même chose pour la partie haute de la crinière. On vérifie que c'est bien fait. Et effectivement, ma crinière basse, hop, je tourne. Je vais sélectionner tous ces chemins, rien que ces chemins, et simuler l'exécution. Alors, un petit temps de réflexion, c'est bien logique parce qu'il y a énormément de points à concevoir. Pendant une simulation, on passe des formes à un ensemble de points. Les points qui seront ceux que l'aiguille effectuera dans le tissu. Et tout ça, c'est un calcul long. Plus il y a de points, et plus c'est long. Là, sur cette partie basse de la crinière, on doit bien avoir une vingtaine, oui, 18 000 points. Donc je le fais s'activer un peu plus vite et on voit que l'exécution se fait effectivement telle que je l'avais prévu. C'est-à-dire qu'on a tourné dans le sens des aiguilles d'une montre. On pourrait à partir de là faire la même chose pour la partie crinière.